Bonjour à tous et bienvenue dans cette table ronde de stockage du Congrès national du gaz. C'est donc moi qui vais vous accompagner tout au long de cette table ronde, ce qui me conduit quand même par correction à me présenter. Je m'appelle Jean-Loup Minebois, je suis le directeur commerce et régulation de TGF, qui est le deuxième transporteur et stockeur de gaz français. Qu'est-ce que l'on va vous proposer cet après-midi ? Eh bien, c'est de se mettre dans le droit fil du fil rouge qui nous a été proposé par le Congrès sur l'avenir du gaz, en nous projetant un peu dans le lointain, et donc de se dire, le stockage, dans 10 ans, dans 20 ans, quelle sera sa place dans la sécurité d'appro ? Quels sont nos regards croisés sur le devenir de cette infrastructure et son rôle pour assurer la sécurité du consommateur final ? L'idée étant, première idée claire, qu'on s'intègre dans une approche qui n'est pas que nationale, mais européenne, parce que je crois que la sécurité d'appro ne peut pas se voir uniquement à l'échelle nationale, d'où la présence, et je vais les présenter tout à l'heure, d'un représentant de la Commission européenne. Et puis bien sûr, on ne peut pas regarder cette vision à long terme sans aussi penser à les outils que l'on met en place pour le préparer. Ce qui veut dire, je vous rassure, qu'on n'éludera pas la question de la régulation des stockages français et qu'à la fois elle sera abordée dans la présentation de la DGEC, mais que bien évidemment vous pourrez revenir dans les questions. Néanmoins, la proposition que je vous fais aujourd'hui, c'est de ne pas forcément uniquement se polariser dans l'actualité de l'instant, malgré son importance, mais peut-être aussi de se dire où va-t-on ? Alors bien sûr, on a une énorme chance de se tromper, c'est le principe de toute prospective, mais néanmoins, ça fait réfléchir. C'est donc au partage de plusieurs regards que je vous invite de participer, et ensuite, bien sûr, de participer vous-même par vos questions. D'abord, avec la présence de M. Rémi Maillet, qui est chef d'unité adjoint de la sécurité des approvisionnements de la Direction générale de l'énergie à la Commission européenne, pour vous faire un overview un petit peu plus large de, on en est où là de la sécurité d'appro ? Qu'est-ce qui se passe ? Il y a beaucoup de choses, d'événements géopolitiques qui ont pu avoir lieu dans les années passées ou qui se préparent pour le futur. On en est où ? C'est quoi le regard de l'Union européenne ? Ensuite, bien sûr, la direction énergie-climat, en la présence de Anne-Florie Coron, qui est directrice adjointe à la direction de l'énergie, en charge de la sécurité d'appro, et qui, elle, reviendra plus précisément sur ce qui se passe en France, et donc, quelque part, comment cette vision, qui est forcément un peu partagée, se décline en France. Et là, bien sûr, on parlera probablement un petit peu quand même des projets de régulation des stockages. Et puis, il faut bien laisser quand même parler un peu les infrastructures. Les infrastructures, c'est quand même eux qui font tourner la machine. Et donc, Bertrand Fauché, qui est le directeur général adjoint de Storengy, prendra la parole pour nous présenter sa vision de les stockages dans 10 ou 20 ans, ce à quoi il croit. Enfin, on doit aussi écouter le marché. Parce que le marché, c'est celui qui finalement fait que tout ça sert à quelque chose. Et donc, on a souhaité que le marché s'exprime, et ce sera donc Cyril Vincent, qui est chef du pôle énergie de Gaz de Bordeaux, en charge des approvisionnements, qui s'exprimera en son nom, avec une petite particularité, c'est que, étant un acteur plus proche de son territoire, ou en tout cas très proche d'un territoire, il a aussi une oreille, je pense, très attentive du client. Et c'est en particulier pour cela que je l'avais sollicité en lui disant « Allez, viens nous expliquer le regard d'un expéditeur », sans oublier de toujours en filigrane la pensée du client. Donc je ne vais pas insister davantage, je vais laisser la parole aux premiers intervenants, en commençant par M. Maillet, qui va s'exprimer au nom de la Commission européenne. Merci. Merci de cette introduction et merci de cette invitation. D'abord, j'ai pris mes fonctions récemment dans la Direction générale de l'énergie à la Commission européenne et c'est l'occasion pour moi de prendre contact avec le secteur en France et de manière générale, la Commission européenne est toujours très demandeur de ce genre de contact. Merci aussi d'avoir prévu une petite intervention pour donner une dimension européenne à ce sujet du stockage souterrain, parce que l'Union de l'énergie avec le climat fait partie de l'une des 10 priorités de la Commission Juncker, et
Le but est que l'Europe dispose d'une énergie sûre, abordable et respectueuse du climat. Et l'Union de l'énergie vise notamment à assurer le bon fonctionnement du marché de l'énergie, promouvoir les interconnexions, mais aussi assurer la sécurité des approvisionnements, et cela dans un esprit de solidarité entre les États. Et le gaz naturel et le stockage font évidemment partie de ce projet qui est en cours de mise en œuvre. Dans mon intervention, je me concentrerai sur deux aspects. D'abord, une stratégie européenne sur le stockage que la Commission a présenté en 2016. Et puis, un nouveau règlement européen sur la sécurité des approvisionnements qui vient d'être voté par le Parlement européen la semaine dernière et qui donne un cadre et des opportunités intéressantes pour le stockage en Europe. D'abord, que dit cette stratégie de 2016 sur le stockage? Elle part d'un certain nombre de constats, d'abord de projections que nous avons fait à la Commission européenne sur la base de notre modèle Prime, dont les résultats sont illustrés sur cette diapositive. Et on voit que la demande de gaz naturel baisse progressivement et de façon plus soutenue à partir de 2030, et notamment comme conséquence de l'objectif que s'est fixé l'Union européenne sur le climat et sur les différents objectifs en matière d'énergie. Alors, la capacité actuelle de stockage en Europe est de l'ordre de 100 milliards de mètres cubes sur les 450 milliards de mètres cubes de consommation actuelle. L'analyse qui avait été faite est de dire que les besoins totaux au niveau européen de stockage ne devraient pas augmenter, compte tenu de cette baisse de consommation, mais ils ne devraient pas pour autant baisser. Et cela pour trois raisons, en simplifiant. La première, c'est que quand on voit ce graphique, on voit aussi la baisse de la production interne dans l'Union européenne, et on voit qu'en fait, les importations restent à peu près stables, au moins jusqu'en 2030. Donc la question de la sécurité des approvisionnements extérieurs restera une préoccupation politique majeure pour l'Europe dans les années à venir. Et la seconde raison est que si le GNL et le développement d'un marché mondial du GNL est une bonne nouvelle pour la diversification, déjà 14% aujourd'hui, le GNL prend des semaines à arriver, et le stockage souterrain, en plus de son avantage pour la sécurité des approvisionnements, a un avantage de flexibilité qu'il conservera pour couvrir les variations de la demande à court terme. La troisième raison qui nous amène à penser que le stockage gardera un rôle important est le changement sur le marché électrique et les modes de production électrique. D'abord en Europe, la fermeture des centrales à charbon déjà faites ou en cours, en Angleterre, en Belgique, en Finlande, au Danemark, et en cours de réflexion en Italie, aux Pays-Bas et même en Allemagne, va réduire le spectre des possibilités pour produire de l'électricité et va remettre en service des centrales à gaz. Et puis évidemment, l'autre évolution majeure est l'essor des énergies renouvelables comme source intermittente qui va demander des nouvelles sources pour produire de l'électricité immédiatement disponible. Donc un avenir avec des points d'interrogation, mais
qui est quand même positif compte tenu de l'évolution notamment sur le marché de l'électricité. Ce que disait le document de la Commission de 2016 sur le stockage? C'est un document qui traitait aussi du GNL, et je ne m'attarderai pas sur cette question, je me concentrerai sur le stockage. Ce document proposait grosso modo trois séries d'actions. D'abord, pour développer les liaisons transeuropéennes d'interconnexion qui manquent, sur la base d'analyse coût-bénéfice, des avantages et des coûts, sur la base d'analyse fiable. C'est ce que nous avons fait, c'est ce que nous faisons dans les pays baltes, dans le sud-est de l'Europe en particulier. Seconde série d'actions pour mettre sur un pied d'égalité le stockage avec d'autres sources, comme le GNL, mais aussi, par exemple, le stockage virtuel sur les marchés secondaires. Et comme action concrète prise, la Commission a adopté un règlement en mars dernier, un code réseau sur les tarifs de transmission, qui a introduit une obligation de rabais de 50% sur les tarifs de transport pour accéder au stockage. Troisième série d'actions, optimiser l'usage des capacités par la coopération régionale et notamment celle qui va être mise en place, accélérée, codifiée, consolidée avec les nouvelles règles européennes sur la sécurité des approvisionnements que je vais maintenant évoquer plus en détail. C'est un nouveau règlement qui sera formellement en vigueur d'ici fin octobre et que nous devrons donc prendre en compte. En fait, des règles européennes sur la sécurité des approvisionnements existaient déjà depuis 2010, mais en simplifiant, elles se cantonnaient à encadrer les politiques nationales de sécurité des approvisionnements. Et suite à la crise de 2014 au niveau européen en Crimée et en Ukraine, on a vu que ces règles actuelles ne suffisaient pas. Et la Commission a fait de nouvelles propositions. Après un an et demi de discussion, le texte final est maintenant adopté. En résumé, il va introduire une véritable coopération régionale transfrontalière pour, premièrement, l'analyse de risques. Et la France est ainsi dans deux groupes de pays, ceux approvisionnés en mer du Nord et ceux approvisionnés en Afrique du Nord. Et deuxièmement, une coopération régionale pour l'établissement de plans nationaux de prévention et d'urgence qui devront désormais prévoir des mesures de solidarité transfrontalière en cas de crise. Alors, ce nouveau cadre européen qui se met en place fixe des normes d'approvisionnement, mais n'impose pas de mesures prédéterminées pour garantir ces normes. Par exemple, des obligations... il n'y a pas d'obligation européenne de stockage ou pas d'obligation européenne de stock stratégique. La possibilité est laissée aux États de le faire, mais avec des conditions à respecter. D'abord la nécessité pour la sécurité, la proportionnalité et la prise en compte des infrastructures situées dans d'autres États membres. En clair, en fait, la logique du législateur européen, c'est de dire que des mesures comme l'obligation de stockage ne doivent être envisagées qu'en dernier recours, c'est-à-dire que c'est la lumière vraiment d'une analyse de risque, en dépit d'un marché ouvert et d'un marché interconnecté au niveau européen. Ces mesures apparaissent nécessaires pour assurer la sécurité. En fait, c'est un souci d'efficience, mais aussi d'éviter un détournement de l'objectif de la sécurité d'approvisionnement. Donc c'est un cadre qu'il faut maintenant mettre en place. Alors les prochaines étapes à court et moyen terme sont
la mise en œuvre concrète des différentes dispositions de ce règlement. Et il y a quand même beaucoup de travail de la part de tous, puisque les États devront, d'ici mars 2019, établir des nouveaux plans sur la base d'une analyse commune de risque, et qui devrait comprendre aussi des accords régionaux, donc avec les autres États voisins, et notamment sur les compensations en matière de solidarité. Pour faire tout ce travail, nous avons une instance au niveau européen très importante qui s'appelle le groupe de coordination du gaz, qui réunit les représentants des États membres, mais aussi des associations comme ENSOG ou l'Agence européenne des régulateurs. Et ce groupe d'ailleurs commencera son travail pour mettre en œuvre ce nouveau règlement dès la semaine prochaine. Nous avons une réunion le 27 septembre. Et à l'occasion d'ailleurs de cette réunion, nous avons voulu organiser un atelier de travail l'après-midi, plus prospectif, sur le futur de la stratégie européenne en matière de stockage, et sur la base d'une étude qui va être présentée avec différents scénarios. Nous aurons un débat avec les différents intervenants sur des questions, comment valoriser en quelque sorte les externalités positives du stockage, qui ne sont pas prises en compte pour l'instant par le marché, mais qui ont une valeur en matière de sécurité des approvisionnements. Et est-ce que des mesures avec moins d'impact sur le marché que les obligations de stockage existent, et lesquelles? Et cet atelier sera évidemment l'occasion de donner un écho européen aux discussions qui auront lieu à cette table ronde, et je me réjouis vraiment donc d'être avec vous aujourd'hui. Merci de votre attention. Eh bien, on va passer la parole à Anne-Florie Coron de la DGEC. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Anne-Florie Coron, sous-directrice de la sécurité d'approvisionnement et des nouveaux produits énergétiques à la DGEC. Alors, moi, je vais vous parler un peu plus de réglementation et des réglementations françaises, en partant d'abord du court terme, l'hiver prochain, pour aller jusqu'à un peu plus loin la réforme, et encore plus loin, donc le mécanisme de la programmation pluriannuelle de l'énergie, pour parler donc de l'avenir des stockages souterrains. Alors, tout d'abord, un petit rappel sur les obligations des fournisseurs de gaz naturel en France. Il y a deux obligations. Donc, l'obligation de continuité de fourniture, qui est une obligation de résultat, donc assurer la continuité d'approvisionnement de ses clients, y compris lors de conditions particulièrement froides, telles qu'ils s'en produisent statistiquement une fois tous les 50 ans. Et l'obligation de stockage, qui est une obligation de moyens, donc une obligation de constituer des stocks de gaz en proportion de la modulation hivernale de la consommation de leur portefeuille de clients raccordés au réseau de distribution. Alors, les stockages souterrains de gaz naturel sont un maillon logistique essentiel de l'approvisionnement gazier de la France. Donc, comme vous le savez, la constitution de stocks de gaz naturel à proximité des zones de consommation pendant l'été permet de réduire les risques de saturation des réseaux lors des périodes de forte consommation en hiver. Les stocks de gaz constituent donc une flexibilité qui permet d'adapter cet approvisionnement à la demande des consommateurs, qui est fortement dépendante des températures. Et enfin, on sait aujourd'hui que les stockages souterrains permettent de couvrir environ 50% des besoins des consommateurs lors des périodes de pointe de consommation. Alors, il y avait eu une première réforme du cadre législatif et réglementaire des stockages souterrains qui datait de 2014. C'est ce qui a permis de mettre en place l'obligation individuelle de stockage pour les fournisseurs. Ce cadre est aujourd'hui fragile et contesté. Et c'est pourquoi il a été déjà à court terme complété cet été par un arrêté sur les instruments de modulation équivalents à des stockages souterrains situés en France, en attendant de mener la réforme de plus grande ampleur. Donc, grâce à cet arrêté qui permet de considérer les stocks de GNL dans les terminaux méthaniers ainsi que les stockages souterrains situés dans des États membres de l'Union européenne comme équivalents aux stockages souterrains en France,
on a aujourd'hui les résultats suivants pour l'hiver 2017-2018. Donc tout cela est plutôt rassurant par rapport aux inquiétudes qu'on pouvait avoir il y a quelques mois. Les capacités souscrites dans les stockages souterrains en France permettent aujourd'hui de couvrir 88% de l'obligation de stockage. Et les stocks qui sont situés en France représentent 98% de l'obligation de stockage. Donc lorsqu'on ajoute les stockages souterrains en France, plus le GNL présent dans les terminaux méthaniers français et qui sera présent dès le début de l'hiver. Et le reste, donc les 2% restants, correspondent en fait à du gaz stocké dans des stockages souterrains qui sont situés dans d'autres États membres de l'Union européenne. Et pour valider en fait ces stocks, on s'est assuré que le fournisseur avait bien la capacité pour acheminer ce gaz jusqu'aux consommateurs français. Voilà, donc ça c'est la situation pour l'hiver prochain. Ensuite, nous travaillons d'arrache-pied pour mener la réforme relative au stockage souterrain de gaz naturel, donc la mise en place de la régulation qui permettra donc d'améliorer la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel et le bon fonctionnement du système gazier. Donc ça nécessite de modifier des dispositions législatives du Code de l'énergie. Actuellement, le gouvernement conduit un projet de loi pour mettre fin à la recherche et à l'exploitation des hydrocarbures. Donc c'est un projet dont on parle beaucoup, qui tient beaucoup à cœur de notre ministre. Il y a eu une communication sur ce projet au Conseil des ministres le 6 septembre dernier. Et dans ce projet de loi, on a intégré un article d'habilitation pour procéder par ordonnance pour faire la réforme du cadre législatif relatif au stockage de gaz naturel. Et en parallèle de l'examen de ce projet de loi, qui devrait entrer en vigueur d'ici la fin de l'année, nous continuons la concertation sur le projet d'ordonnance. Donc, le calendrier, voilà, je l'ai précisé. L'objectif, c'est de finaliser cette année la réforme pour que elle s'applique pour l'hiver 2018-2019. Ce qui implique en fait que tout soit prêt en début d'année 2018, puisque toutes les capacités de stockage doivent être commercialisées en début d'année pour que les stockages soient remplis durant l'été. Il y avait déjà eu une concertation sur ce projet de réforme en 2014-2015, et le nouveau projet que nous menons s'inscrit pleinement dans la continuité par rapport à cette concertation. Voici les grands principes qui sont rappelés ici. Nous déterminons dans le cadre de la programmation pluriannuelle de l'énergie les infrastructures de stockage qui sont nécessaires à la sécurité d'approvisionnement en France. Il y a une obligation de maintien en fonctionnement de ces infrastructures. On définira chaque année le niveau minimal de stock nécessaire pour le passage de l'hiver. Ensuite, il y aura une commercialisation des capacités de stockage aux enchères, garantissant un accès à l'ensemble des fournisseurs de manière transparente et non discriminatoire. Donc tout ça fait l'objet de travaux préparatoires de la Commission de régulation de l'énergie en liaison étroite avec les opérateurs de stockage. Les revenus des opérateurs de stockage seront régulés. Et enfin, il sera mis en œuvre un dispositif de compensation financé par le biais du tarif d'utilisation des réseaux de transport dans l'éventualité d'une couverture insuffisante des coûts par le revenu des enchères. Donc voici les grands principes de la réforme. Il reste quelques points de détail sur lesquels nous sommes en train de finaliser les arbitrages en tenant compte donc de la concertation qu'on a faite à la fois lors de réunions collectives via notre comité ATS et via les contributions et les échanges avec les acteurs concernés. Donc tout ça, c'est en vue donc d'une mise en œuvre pour l'hiver 2018-2019. J'ai déjà fait référence donc à la programmation pluriannuelle de l'énergie qui liste les stockages nécessaires à la sécurité d'approvisionnement. Donc cette programmation a été faite pour la première fois fin 2015 et il est prévu de la revoir tous les 5 ans. Alors là, c'est pas exactement 5 ans. En fait, elle sera revue fin 2018 parce qu'on est calé en fait sur le fait de la changer 1 an et demi après la mise en œuvre d'un nouveau gouvernement. Donc après 2018, ça sera 2023, etc. Donc cette liste sera mise à jour pour la première fois fin 2018. On tient compte des prévisions de consommation. Et comme on sait qu'il y a que tous les scénarios, ça a été confirmé aussi
au niveau européen, on s'attend à une baisse de la consommation du gaz en tant qu'énergie fossile. Voilà, on a des graphes par rapport au scénario de référence en 2012, on s'attend à moins 16% de diminution de l'utilisation de gaz en tant qu'énergie fossile. Donc, quelque part, on se dit que ça aura forcément un impact. On a en plus de la programmation pluriannuelle de l'énergie les objectifs du plan climat qui a été approuvé par le gouvernement le 6 juillet dernier et qui confirme cette trajectoire puisque l'un des axes est le suivant, en finir avec les énergies fossiles et s'engager dans la neutralité carbone. Et donc voilà, pour atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050, on voit bien que il y aura donc cette baisse de la consommation des énergies fossiles et donc du gaz naturel en tant qu'énergie fossile qui se confirmera. C'est aussi lié à toutes les mesures d'efficacité énergétique qui sont prises ou qui vont être prises et qui réduiront donc cette consommation de gaz. Voilà. Alors, du coup, c'est important d'optimiser l'utilisation des infrastructures gazières et donc de se poser la question des nouveaux usages possibles pour ces stockages souterrains. Si y a trop de stockages existants en France par rapport aux besoins de sécurité d'approvisionnement des consommateurs français, c'est pas pour autant que ces infrastructures qui sont robustes et sur lesquelles je pense que Monsieur Faucher reviendra en détail, ces infrastructures ont quand même des avantages. Donc on peut se poser la question de leur contribution à la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel des autres États membres. Après tout, on a vu qu'aujourd'hui on commençait à avoir des fournisseurs qui, dans une légère proportion, comptait du gaz stocké dans des stockages souterrains de pays voisins. La réciproque pourrait bien être tout à fait envisageable, à condition que ces fournisseurs puissent acheminer ce gaz jusqu'au consommateur final. Et puis, il y a bien évidemment les autres usages que pourront développer les opérateurs de stockage dans les années à venir. Voilà, j'en ai terminé pour ma présentation. Merci. Merci. Et maintenant, la parole est à Bertrand Faucher. Merci Jean-Loup. Bonjour à toutes et à tous. C'est pas le bon bouton, c'est celui-là. Toujours pas. Ah si, ça va trop vite. Voilà. Enfin non, plutôt ça a un certain temps de réaction. Donc bonjour à toutes et à tous. Je risque de vous surprendre, peut-être vous décevoir pour dire que je ne parlerai pas de cadre réglementaire. Pourtant, c'est un sujet qui est d'importance pour Storengy. J'en parlerai pas parce que la réforme telle que l'a résumée Anne-Florie Coron, on trouve que c'est une très bonne réforme. Donc j'ai rien à ajouter. Si ce n'est qu'il y a eu urgence à agir et on est très heureux de voir qu'effectivement, il y a urgence au niveau des différents organes de l'État pour faire en sorte que cette réforme qui est appelée par tous soit mise en place très très vite. Alors on a quelques éléments de détail qu'on a pu faire connaître lors des comités ATS, mais sur le fond on pense que c'est une très bonne réforme. C'est une très bonne réforme pour l'ensemble du marché et en particulier pour les stockeurs, puisque nous l'avons dit à plusieurs reprises, en dehors d'un dispositif tel que celui qui est envisagé, il y a un véritable sujet en matière de pérennité économique de notre activité. Alors, pour illustrer ça, je rappellerai quand même que cette année, nous n'avons vendu sur les 102 TWh que nous avons proposés à la vente que 51 et quelques TWh. Et nous faisons cycler un petit peu de gaz technique pour maintenir les performances de stockage. Nous anticipons un niveau de stock en début d'hiver de 65 TWh. Donc les années précédentes, on n'était pas loin de 100 TWh. Donc j'ai entendu le message d'Anne-Florie qui a l'air assez confiante sur l'hiver à venir. Moi, je suis un peu surpris parce qu'avec un stockage comme celui de Chemry qui est à moitié plein, celui de Saint-Ylier qui est moins qu'à moitié plein,
je ne suis pas complètement à l'aise sur le passage de l'hiver à venir. Bon, mais c'est pas forcément le sujet. Alors, moi, non, je ne vais pas vous parler donc de ça. Je vais vous parler de comment nous voyons notre activité à 10 ans, 20 ans, et comment elle peut évoluer. Alors, d'abord, le futur du stockage. Je ne sais pas quel est le bon bouton, ça doit être celui-là. Voilà. Le futur du stockage, c'est évidemment d'abord intimement lié au futur du gaz naturel. Je vais rappeler ici quelques convictions qui sont, je pense, partagées par beaucoup de gens dans la salle. Le gaz naturel, c'est un incontournable pour réussir la transition énergétique pour plusieurs raisons. Et des thèmes qui ont été assez largement abordés durant ce congrès. Tout d'abord, le fait que c'est une très bonne solution pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Une solution rapide et économe. La première chose. La deuxième chose, c'est que le gaz naturel permet le développement de nouveaux usages, notamment la mobilité. Donc, thème qui a été assez largement abordé lors de ce congrès également. Et puis, troisième point qui a été aussi largement évoqué par M. Maillet, c'est le fait que le gaz naturel, c'est le complémentaire parfait des énergies renouvelables qui, par nature, sont intermittentes. Donc, le gaz naturel a cet énorme avantage d'être très très flexible et donc permet de compenser les indisponibilités d'énergie non renouvelable, d'énergie renouvelable, lors de pointes de consommation. Une illustration qui a été assez marquante, c'était l'hiver dernier, lorsque nous avons eu une pointe de froid, il y avait pas mal de réacteurs nucléaires qui étaient en maintenance, vous le savez. Par ailleurs, il y avait pas mal de productions fossiles qui sont décommissionnées, et les CCGT ont été appelés à fond et n'ont jamais fonctionné autant que durant l'hiver qui vient de passer. Donc je pense que c'est un peu la preuve du fait que le gaz a quelque chose à apporter. Et puis la flexibilité de cette ressource, c'est avant tout le stockage du gaz. Donc nous sommes intimement persuadés que le stockage de gaz a sa place. Et j'étais très intéressé par ce que disait M. Maillet, même dans une perspective économique d'une baisse de la consommation de gaz, le besoin de flexibilité va rester. Il va rester parce que même si les CCGT tournent peu, de toute façon, le jour de la pointe, elles seront là. Donc il y aura besoin de délivrer. En matière également d'efficacité énergétique, par exemple, isoler un bâtiment réduit la consommation lors d'un hiver normal, mais lors d'un hiver froid, ce qui va dimensionner la consommation, ça va être la puissance de la chaudière. Donc une baisse de consommation ne veut pas dire une baisse 1 pour 1 en matière de besoin de flexibilité. Donc nous restons persuadés que notre parc, il doit être là, il doit être maintenu pour assurer la sécurité d'approvisionnement et l'équilibrage du système, mais on pense qu'il a aussi d'autres valeurs et qu'on peut faire beaucoup d'autres choses avec. Et c'est de ça dont je voulais vous parler. C'est assez bizarre. Je vais finir par trouver le bon bouton. D'ici la fin, je suis un petit peu d'apprentissage, je vais finir par y arriver. D'ailleurs, notre avenir, c'est celui du gaz, et l'avenir du gaz, ce n'est pas que le gaz naturel. C'est un des thèmes aussi de ce congrès. On notera que les statuts de l'AFG ont été modifiés pour pouvoir inclure autre chose que le gaz naturel dans son champ de compétences. Et les gaz de demain, c'est des gaz renouvelables, des gaz décarbonés qu'il va falloir savoir gérer et savoir stocker. Alors c'est tout d'abord du biogaz, du biométhane ou du gaz de synthèse qui va être injecté dans le réseau, donc qu'il faut que nous sachions recevoir et stocker dans nos installations. Donc je signale pour ceux qui ne l'auraient pas repéré qu'avec TGF, nous avons mené un certain nombre d'études qui nous ont permis de conclure au fait que nous pouvons accepter dans nos stockages souterrains, y compris en aquifère, jusqu'à 16% de biométhane de première génération. Donc ce qui permet de faire sauter un potentiel goulot sur le développement du biométhane, puisque ça permet de l'injecter directement sur les réseaux de transport sans qu'on ait de soucis à se poser sur la question de l'injection dans le stockage. Ça, c'est la première chose. Il y a un gaz qui n'est pas cité ici, qu'on regarde, ça peut paraître un peu anecdotique, mais il ne faut pas l'oublier, c'est l'air. L'air comprimé, c'est une façon de stocker de l'énergie. Donc le KS, c'est une technologie qui, pour l'instant, n'a pas trouvé son équilibre économique, mais que nous suivons parce qu'il nous intéresse et parce que nous avons développé, en tant qu'opérateur de stockage, des compétences qui peuvent être valorisées.
Et puis le dernier des gaz dont je voulais vous parler, c'est l'hydrogène, ce qui est un grand sujet d'intérêt pour beaucoup d'entre nous. D'abord l'hydrogène en injection dans le stockage, de même que pour le biogaz. On est en train de se poser la question de notre capacité à recevoir du gaz naturel dans lequel a été injecté de l'hydrogène. Donc on a lancé un programme de recherche en collaboration avec nos collègues de TIGF sur le sujet. Mais c'est aussi l'hydrogène pur, donc utilisé comme outil de stockage, je dirais, de l'énergie fatale qui peut être produite par des énergies non renouvelables, donc de manière assez typiquement de l'énergie photovoltaïque qui aurait été produite pendant les journées d'été, alors que la consommation n'est pas là. Donc de l'énergie fatale, gratuite, qui peut être transformée en hydrogène par hydrolyse, puis réutilisée par la suite et valorisée différemment. Alors de manière très concrète, on s'est lancé dans un certain nombre de projets et d'études assez larges, alors en France mais également en Europe, pour voir comment on pourrait, en tant que stockeur, et en apportant toute l'expertise qu'on a aussi bien dans notre métier d'exploitant de stockeur, mais aussi d'exploitant d'installations industrielles, exploitant et développeur d'installations industrielles, apporter quelque chose. Et une des réalisations les plus concrètes dont je voulais parler, alors un projet très pratique sur lequel nous sommes en train de nous associer, c'est un projet qui s'appelle iGreen Provence, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui est promu par la communauté d'agglomération DLVA, Durance, Luberon, Verdon, agglomération. Donc c'est une agglomération de communes, avec en particulier la commune de Manosque qui est la commune de Fort-Calquier, donc qui se trouve dans le sud-est de la France. Donc une zone plutôt ensoleillée, où il y a une capacité de production d'énergie photovoltaïque importante. Et le projet de la communauté de communes est de développer une économie complète d'énergie renouvelable sur la base de deux choses. D'abord, une production importante d'électricité par des panneaux fermes photovoltaïques, donc en utilisant des terrains qui sont disponibles avec une valeur culturelle et économique qui permet de l'utiliser, donc suffisamment fait pour l'utiliser. Pour parler très clairement, on est à côté du plateau de Valençol. L'idée n'est pas de couper toutes les lavandes du plateau de Valençol pour les remplacer par des panneaux photovoltaïques. Donc potentiellement, il y a à peu près 1500 hectares de terrain qui pourraient être valorisés par de la production photovoltaïque. Électricité qui serait valorisée sur les marchés de gros, et puis l'énergie fatale d'été pourrait être convertie en hydrogène sur la base d'hydrolyseurs, stockée, et ensuite valorisée. Alors soit valorisée avant même d'être stockée à travers de la mobilité verte, et donc la communauté d'agglomération a un projet de développement de bus à hydrogène, et puis également ressortir, après l'avoir stocké, l'hydrogène depuis l'incombustible générer l'électricité pour aller la revaloriser sur les marchés de gros. Donc voilà le projet développé par DLVA. Il se trouve que Storengy est présent dans la région. Alors on n'est pas seul, hein, on est associé à GeoSud, qui est une société qui est à 98% CNP et à 2% Geostock, un groupement d'intérêt économique qui s'appelle Géométhane, qui a développé un site de stockage de gaz naturel à Manosque, site qui est exploité par Storengy. Et nous avons l'intime conviction qu'au-delà de notre activité traditionnelle de stockage de gaz naturel, il y a un potentiel pour développer une activité d'hydrogène, pas seulement de stockage, mais aussi de production d'hydrogène, puis de production d'électricité à partir d'hydrogène vert. Pourquoi ? Parce que nous sommes à un endroit assez stratégique du projet, évidemment, première chose. Deuxième chose, on a un site industriel classé ICPE, donc toutes les problématiques de sécurité industrielle, d'impact sur l'environnement sont totalement maîtrisées. Et puis évidemment, nous avons la possibilité de développer des cavités salines qui sont une technologie qui est éprouvée pour stocker de l'hydrogène à grande échelle. Donc ce site pourrait être utilisé dans le cadre du projet DLVA pour aussi bien produire que stocker l'hydrogène. Alors dans une première phase, ça serait plutôt en surface, puisqu'il faut qu'il y ait une montée en puissance du projet, et ensuite dans une cavité souterraine. Donc on voit que ces sites industriels, ils existent, ils sont là, et ils peuvent être utilisés pour faire, en plus de ce que nous faisons aujourd'hui, autre chose, et nous mettre complètement dans la transition énergétique et travailler sur l'économie de l'hydrogène.
Alors, je ne vais pas lister tous les projets dans lesquels Storengy s'est lancé. Cette approche que nous avons sur le site de Manosque, on l'a généralisée sur l'ensemble de nos sites. On a fait un énorme travail avec nos parties prenantes. J'en ai pas parlé, mais sur DLVA, la communauté d'agglomération a fait un énorme travail d'implication de l'ensemble des parties prenantes locales. Donc, il y a les mairies, mais il y a évidemment tous les industriels, le parc du Luberon, parce qu'évidemment, il y a une sensibilité environnementale. Enfin, l'ensemble des acteurs économiques locaux ont été impliqués. On a cette démarche sur l'ensemble de nos sites, qu'ils soient en France, au Royaume-Uni ou en Allemagne, puisque nous sommes européens, même si on nous connaît plus par notre activité traditionnelle en France, avec des projets de diverses maturités sur différents thèmes. Donc on travaille beaucoup sur l'efficacité énergétique de nos sites, donc là c'est plus améliorer notre activité traditionnelle, sur la biodiversité sur l'ensemble de nos sites. Des projets photovoltaïques, j'ai parlé de celui de Manosque, mais on en a également sur d'autres sites, sur nos différents sites salins qui sont sur le sillon rhodanien qui est plutôt bien ensoleillé. Donc des projets éoliens, hydrogène, des projets de méthanisation également. Un très beau projet de Power to Gas en Indre-et-Loire sur notre site de Céré-la-Ronde et également une mobilité verte. Donc des sites qui ont une valeur, donc qu'il convient de préserver. Et si je devais revenir au thème de départ, on se pose la question de l'avenir du stockage entre guillemets traditionnel. Il faut avoir en tête une chose, c'est que si on arrive dans un scénario où on conclut qu'il y a besoin de moins de stockage, ce qui n'est pas une évidence, de ce que je comprends, une décision de fermeture d'un site, c'est quelque chose qui est irréversible, parce que on a développé un actif tel que celui-ci dans un environnement tel que celui dans lequel nous développons, avec l'ensemble des parties prenantes, c'est un énorme travail, c'est très lourd, c'est très coûteux, c'est très compliqué. C'est normal, parce qu'il y a une attente des parties prenantes à ce qu'il y ait l'ensemble des impacts qui soient correctement gérés. Ce travail, il a déjà été fait, il est là, donc ce serait extrêmement dommage de l'abandonner et de le perdre. Voilà, je vous remercie. Merci Bertrand. Et maintenant, last but not least, Cyril Vincent, Gaz de Bordeaux. Bonjour à tous. Alors, je vais voir si j'ai plus de chance avec la télécommande. C'est la flèche verte. La flèche verte ? C'est la grosse flèche verte, il faut attendre, il y a un temps d'attente. Je vais peut-être commencer par juste présenter rapidement Gaz de Bordeaux, parce que c'est une société certainement moins connue que les précédents intervenants. Donc Gaz de Bordeaux, c'est historiquement une entreprise locale de distribution qui n'en est plus une, puisque Gaz de Bordeaux est maintenant uniquement fournisseur. Elle est séparée de son réseau de distribution qui s'appelle Régaz. Et elle n'est plus locale non plus, puisque nous fournissons désormais du gaz sur tout le territoire national. Même un peu plus de 80% de nos volumes sont vendus en dehors de la Gironde. Je n'ai toujours pas mes slides, mais ça va venir, je pense. Donc moi, je vais vous présenter la vision d'un fournisseur autour de ce sujet du stockage. Alors, je ne vais pas être dans de la recherche autour de l'hydrogène ou sur tous ces sujets. Je vais être beaucoup plus factuel, certainement, que mon prédécesseur. Non, toujours pas. Alors, le premier point... essayez, mais je... Ouais. Moi, je voudrais revenir un petit peu en arrière et parler autour de l'impact de l'ouverture du marché sur les infrastructures. Pourquoi on en est là ? Pourquoi aujourd'hui les fournisseurs, vous le verrez au cours de la présentation, ne souscrivent plus du stockage ? Alors, on a des éléments. Ah, ben voilà, très bien, super. Merci. Donc la vision d'un fournisseur sur ce sujet de l'impact de l'ouverture du marché sur les infrastructures. Donc avant l'ouverture du marché, qu'est-ce qu'on avait ? On avait un réseau français qui était dimensionné, optimisé, en prenant en compte les infrastructures de stockage. On avait construit des réseaux de transport, de distribution, qui prenaient en compte un fonctionnement non pas séparé de tous ces acteurs désormais, mais conjoints. La sécurité d'approvisionnement était assurée par une société, on va dire, par quelques sociétés, quelques acteurs en place qui avaient des situations de monopole, et on savait qui devait assurer cette sécurité. Depuis l'ouverture du marché, les choses ont changé. La première chose, c'est qu'il y a une politique d'investissement qui a été massive dans les réseaux. On a beaucoup investi dans le réseau de transport.
On a beaucoup fluidifié avec pour objectif d'apporter une sécurité d'approvisionnement par différentes entrées de gaz et donc d'apporter une liquidité sur les différentes bourses et places de marché au niveau européen. On a créé des ports méthaniers, donc qui ont eux aussi amené de la fluidité, et la sécurité d'approvisionnement qui désormais était assurée donc, par une collectivité de fournisseurs qui eux-mêmes doivent respecter, j'y viendrai sur la slide suivante, un certain nombre de règles. Maintenant, les fournisseurs dans le nouveau monde, ils ont un objectif. Leur objectif, c'est d'optimiser leurs charges. Leur objectif n'est pas d'assurer la sécurité d'approvisionnement. Leur objectif est de respecter les textes en place, d'avoir une obligation. Ils ont l'obligation de résultat, ça a déjà été évoqué, mais ils doivent le faire, entre guillemets, au moindre coût. Qu'est-ce que ça a entraîné? Ça a entraîné une hausse des tarifs réglementés. J'aurais pu préciser que je parlais là des tarifs réglementés de transport principalement. Une hausse des tarifs réglementés de transport liés aux investissements. C'est des chiffres qui sont publics et communiqués par la CRE régulièrement. Il y a eu des possibilités d'optimisation beaucoup plus importantes pour les fournisseurs. Les fournisseurs peuvent choisir aujourd'hui de faire venir du GNL à plus d'endroits qu'auparavant, de faire rentrer plus de gaz sur certains points frontières qu'auparavant, même de faire remonter du gaz d'Espagne depuis maintenant quelques années s'ils en ont envie. Et une abondance de gaz naturel qui justifie, à mon sens pour partie, certainement pas intégralement, la baisse du spread hiver-été. Aujourd'hui, si on a une différence entre l'hiver-été qui n'est plus celle qu'on a eue à une époque, c'est certainement aussi grâce à ces investissements réseau et à cet afflux de gaz et de sources possibles de gaz qu'on a amené. Donc aujourd'hui, s'il y a des affections pour le stockage, c'est effectivement parce que ce stockage il coûte plus cher que le spread hiver-été. Et si, pour moi, ce spread hiver-été a baissé, c'est lié à notre politique d'investissement dans les réseaux. Ça marche. Donc le stockage est-il un moyen de modulation comme un autre ? Pour un fournisseur, y a-t-il une différence entre le stockage et d'autres instruments tels que les interconnexions réseau, le GNL, l'achat sur les marchés? Donc, dans un monde qui n'a pas d'obligation de stockage, oublions qu'aujourd'hui, en tout cas tant que le texte n'a pas changé, nous avons des obligations de stockage. S'il n'y en avait plus, le fournisseur il est soumis à une obligation de résultat. Son résultat, il y a certains scénarios qui sont à couvrir. Il y a des enquêtes du ministère qui vérifient que chaque fournisseur a suffisamment d'approvisionnement et peut assurer la fourniture de ses clients suivant différents scénarios, qu'ils soient climatiques ou rupture d'approvisionnement de certaines interfaces, on va dire certains réseaux. C'est vérifié par la DGEC, c'est théorique. Derrière, le fournisseur, qu'est-ce qu'il a comme objectif? C'est optimiser. Donc il va optimiser sous un mix économique technique. Est-ce que moi je préfère ramener un bateau? Est-ce que moi je préfère avoir du stockage? Est-ce que je préfère acheter un peu plus sur la liaison avec la Belgique parce que là j'ai un contrat d'appro qui m'intéresse un peu plus. Il fait ces optimisations, mais il prend pas ce que j'appellerais en compte les risques extrêmes. Alors extrême, c'est presque l'extrême de l'extrême. Il va prendre en compte qu'un bateau, en temps normal, il lui faut, 3 jours pour aller de tel point à tel point. Par contre, il ne va pas prendre en compte que s'il y a une tempête, c'est pas 3 jours, ça va être 8. Ou si ça se trouve, ça ne sera même pas possible, parce qu'il y aura peut-être une force majeure quelque part. Il va prendre en compte que l'interconnexion réseau, il peut passer ça, mais il ne va pas prendre en compte que potentiellement, tel pays va avoir un problème, et puis pour X raisons, on a connu ça il y a plusieurs années, cette capacité-là, elle ne sera pas disponible, même s'il l'a réservée, même s'il a un contrat derrière. Ça, le fournisseur aujourd'hui dans le système, ça ne fait pas partie des scénarios qu'il a à prendre en compte, en tout cas d'un point de vue purement de ses obligations de résultat. Donc, bien souvent, oui, sous un angle mix économique technique, le stockage est un moyen de modulation comme un autre pour un fournisseur. Un avenir dépendant de la régulation. Alors, on a essayé de pas trop parler de l'actualité, mais là j'en parle un tout petit peu sur cette slide. Stockage marché ou stratégique. Le stockage va devenir normalement prochainement en France un produit réglementé. Qu'est-ce qui peut se passer sur le long terme? Est-ce qu'on va aller petit à petit vers la constitution d'une sorte de stock stratégique, ou bien est-ce que le principe de vente aux enchères qui a été décrit par la DGEC tout à l'heure va-t-il fonctionner? Est-ce qu'on va réussir à vendre les capacités de stockage aux fournisseurs, aux traders? On a senti d'ores et déjà dans les projets de texte, on verra si c'est ce vers quoi on va s'orienter, vraiment la possibilité des deux choses. Il est indiqué qu'effectivement, il y aura une vente aux enchères. Effectivement, l'objectif est qu'elle réussisse. Néanmoins, si elle ne réussit pas et si l'intégralité des ventes n'a pas lieu, dans les derniers projets, c'est le stockeur qui prend la main
et qui, on verra, ça n'a pas encore été discuté de quelle manière sera géré ce stock, mais c'est le stockeur qui assurera la mission de dernier recours, en quelque sorte, de cette sécurité d'approvisionnement. Poussons à l'extrême, positionnons-nous un peu plus tard, dans 5 ans, des prix de réserve sont fixés trop aux enchères, les enchères ne fonctionnent pas, les fournisseurs n'achètent pas de stockage. Nous sommes donc face à la constitution d'un stock stratégique qui assure la sécurité d'approvisionnement français. Ça marche, hein, il n'y a pas de problème, ça marche. Il suffit après de savoir quand est-ce qu'on soutire, comment tout ça est géré, comment économiquement on vérifie qu'il n'y a pas de biais, en tout cas il y a de biais pour personne, mais c'est quelque chose qui peut fonctionner. À l'inverse, peut y avoir un stockage qu'on oriente mécanisme de marché. Dans ces cas-là, on est sur un schéma complètement différent, où on va se mettre à multiplier certainement des produits, multiplier des ventes. On va essayer de séduire le plus possible les fournisseurs, le plus possible les traders. Ça dépendra chaque année des conditions de marché. Des fois, ça se vendra un peu plus cher, des fois, ça se vendra moins cher, des fois, ça se vendra peut-être plus cher qu'aujourd'hui. À ce stade, tout est encore possible. C'est deux orientations qui, à mon sens, peuvent venir sur les 5 prochaines années. Et là, c'est sur ma slide de conclusion. Donc, on nous avait demandé de nous prêter au petit jeu de vision du stockage en 2027 à 10 ans. Le stockage, c'est clair, il y a une sécurité qui est bien supérieure à tous les autres instruments de modulation. Le gaz, il est là, il est sous nos pieds. Il n'est pas dans un bateau, il n'est pas dans un autre pays, il est présent. Sauf que cette valeur, elle est aujourd'hui peu valorisée et peu valorisable par les fournisseurs. Le mécanisme de marché fait ça, le marché fait qu'aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose auquel on donne une grande importance. À 10 ans, je fais un peu mon oiseau de mauvais augure sur cette slide, mais moi je pense qu'on aura à un moment un problème, une crise. Ça sera peut-être une crise liée à géopolitique, ça pourrait être juste une petite crise climatique. Il va faire un pic de froid très important qui nous conduira dans une situation où on se rendra compte de l'importance du stockage par rapport aux autres instruments de modulation. Et là, on changera les règles et on se dira « Ouais, alors, cette valeur qu'on n'arrive pas à donner, comment on fait ?» Certainement pour créer un mécanisme de marché. Je ne pense pas qu'on revienne en arrière sur tous ces principes de mettre sur le marché toutes les infrastructures, mais comment on fait du coup pour la prendre en compte ? Et comment on fait pour que ça ne se reproduise pas ? Malheureusement, je ne pense pas qu'on bougera avant d'avoir cette crise, mais je suis persuadé qu'à 10 ans, on aura cette évolution. Donc la vision de 2027 pour Gaz de Bordeaux, on parie sur un stockage qui, après une période de désaffection, voilà, retrouvera son attrait, soit par le biais de souscription par les fournisseurs, donc contrainte ou pas, soit directement par les pouvoirs publics qui considèrent que la solution la plus simple est encore de faire un stock stratégique pour assurer ça. Et dans ce cas-là, tout deviendra transparent pour les fournisseurs et ça réglera aussi les problèmes, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais des congestions résiduelles qu'on pourra avoir, entre autres dans la fusion des zones entre le nord et le sud de la France. Voilà, je vous remercie. Merci Cyril. Bon voilà, en tant que maître des horloges, je ne suis pas bien dans mes baskets parce qu'on a pris du retard. Maintenant, comme ce n'est pas moi qui loue la salle et que je ne paye pas, je vous propose de rester un petit peu pour se poser quelques questions entre nous. Je suppose que vous en avez et je souhaite tout de suite demander à qui a envie de se lancer. Alors généralement, c'est dur de se lancer. C'est parti. Alors je crois qu'il y a des micros. Bonjour, Olivier Nsgen de l'agence Montel. Je voudrais vous demander à vous, Monsieur Ménébois, on a entendu votre collègue de Storengy sur la réglementation à venir. Et voilà, est-ce que vous pourriez donner la position de TGF là-dessus? Alors, on savait qu'on allait parler de la régulation, qu'on n'y échapperait pas, même si je souhaite qu'on se projette un peu plus dans l'avenir, mais on s'y projettera après, s'il vous plaît. La position de TGF est similaire à celle de Storengy, dans la mesure où nous avons considéré que la régulation des stockages, à partir du moment où on décide de la mettre en place, il faut qu'on la réussisse. Maintenant, le sujet de TGF est essentiellement un sujet de comment on gère la transition pour des entreprises privées. Nous sommes des entreprises privées qui vivent sur des modèles économiques connus, explicites, et que l'on va donc transférer sous un régime régulé. Bon, ça pose un problème. Il y a un moment donné, les modèles économiques d'entreprises privées, ça ne colle pas très bien. Donc il faut une phase d'adaptation.
Et donc aujourd'hui, on a souhaité attirer l'attention de l'État sur le fait que nous étions deux entreprises très différentes de leur conception. Nous, on est beaucoup plus petit que Storengy. Nous, on est une petite société indépendante avec notre modèle économique. Et ce qu'on souhaite simplement, c'est qu'on s'assure que dans la manière dont on va mettre en œuvre cette transition vers la régulation des stockages, on respecte les entreprises qui vont y participer volontairement et avec volontarisme. Le but, c'est que ça marche. Nous, notre souci en tant que stockeur, et là je suis stockeur, et je suis vraiment solidaire de ce que dit mon collègue de Storengy, il faut que ça marche, parce que l'enjeu, c'est la sécurité d'appro de nos consommateurs, à nous tous, et si on a un blackout, on sera tous dans la même situation extrêmement délicate. Donc oui, il faut remplir les stockages. D'une manière ou d'une autre, il faudra remplir les stockages. Et le faire d'une manière efficace. Donc oui, nous sommes solidaires, mais forcément, on a des sensibilités différentes du fait de notre situation, de l'état zéro d'aujourd'hui. Ai-je répondu à votre question? À peu près. Est-ce que je peux rajouter quelque chose? Bien sûr. Voilà. Juste pour ajouter une chose, parce que ça a été évoqué par Cyril Vincent, je disais qu'on avait quelques éléments, quelques remarques sur le projet, et c'est notamment ce dont vous avez parlé sur la question du stock stratégique. Est-ce qu'on va vers un système qui est plutôt marché ou plutôt stratégique? Le fond de la réforme, c'est d'aller vers un système marché, et je pense qu'il est bon, parce que justement, tel qu'il est conçu, il permet de faire fonctionner en même temps des fournisseurs qui ne voient que la valeur marché du système et un dispositif de régulation qui ajoute le surplus de valeur nécessaire pour assurer la sécurité du système. Donc, de ce point de vue-là, il est très bien et on appelle tous de nos voeux le fait que ça fonctionne et que ces enchères font que les stockages soient remplis. Il y a juste un sujet, c'est que personne ne peut le parier. La réforme prévoit que si ça ne fonctionne pas, vous l'avez souligné, c'est les stockeurs qui assureront le rôle de fournisseur de dernier recours. Et nous, on a quand même un petit sujet, c'est que si ça se généralise et ça fait des volumes très importants, on se retrouverait à être acteur de marché pour des volumes importants et c'est pas notre boulot. Et clairement, la troisième directive ne nous assigne pas le rôle d'acteur de marché majeur. On est gestionnaire d'infrastructure, on n'est pas acteur de marché. Donc il y a un petit sujet autour de ça. Je ne crois pas que ce soit, ça ne doit pas être quelque chose qui bloque la mise en place de la réforme, mais c'est un sujet qu'il faut qu'on traite de manière propre. Donc on a dit on est prêt à, par exemple, gérer un stock stratégique, dès lors qu'il s'agit bien d'un stock stratégique sur lequel on ne tire que dans des circonstances exceptionnelles, mais on n'a pas de problème avec ça. Si on arrive à dire que c'est nous qui gérons le stock pour tout le monde, ça c'est un modèle dans lequel on ne se sent pas d'aller et on pense qu'il n'est pas du tout conforme à une directive européenne. Alors on va rester sur les questions de la salle. Une deuxième question. Patrick Corbin, GRDF. Vous avez voulu parler du stockage de gaz naturel, une infrastructure pour le futur. Et on sait qu'un futur à 10, 20 ans, il y aura une interconnexion entre l'électricité, le gaz, avec de plus en plus de renouvelables, de plus en plus intermittents. Et aujourd'hui, on parle beaucoup de stockage par batterie de l'électricité, de stockage sous forme hydraulique, le stockage d'énergie sous forme de gaz aujourd'hui, et on voit bien qu'il y aura une porosité entre ces différents systèmes. Et ma question, c'est quels sont les ordres de grandeur de coût de stockage du mégawattheure sous toutes ses formes? Alors, qui veut répondre? Ça, c'est des questions pièges, ça. Je peux attendre la réponse un peu plus tard. Bon, alors, on réfléchit un petit peu. Alors, je pense que la question du coût de l'énergie, alors, indépendamment, quand on dit de l'électricité, du gaz, des énergies renouvelables, au-delà de la volonté de la transition énergétique dans laquelle tout le monde s'intègre, alors c'est une réponse, je botte pas en touche, mais on va devoir se poser la question du prix des énergies. Combien ça coûte pour la collectivité et pour la compétitivité de nos entreprises? Je crois que là, c'est clair. Aujourd'hui, je pense que le gaz naturel est une énergie du fait de sa maturité dont on connaît le prix. On sait combien ça coûte aujourd'hui. Ça bouge, c'est un prix de marché, mais ça bouge. Mais on le sait. Aujourd'hui, nos énergies renouvelables, on a une courbe d'apprentissage, on espère qu'on va diminuer les coûts de l'énergie renouvelable et qu'on va gagner ce pari-là, parce qu'il faut le gagner, mais néanmoins, on est bien conscient que ça a un coût. Et on peut dire que notre énergie électrique, elle a un coût aussi. Donc je ne suis pas sûr qu'on ait aujourd'hui une perception aussi claire qu'on l'avait avant en disant le nucléaire, c'est l'énergie la moins chère possible. Je ne jette pas la pierre à nos collègues électriciens. Néanmoins, je pense que le coût de l'énergie, demain, une fois que nos filières vont s'améliorer, nos filières vont se développer,
que notre bouquet va se préciser, une certaine compétition entre ces éléments de bouquet va se faire, énergétique. Et il faudra bien se poser la question de celles qui permettent de renforcer la compétitivité de nos entreprises versus le plaisir d'avoir mis en place des filières qui sont peut-être trop chères par rapport à ce que notre société peut l'accepter. Je pense que ce débat, on doit l'avoir assez vite, parce que je pense que les choix énergétiques que l'on fait en dépendent. Et je pense que dans ce débat, la place du gaz naturel et, je pense, des énergies renouvelables issues du gaz auront leur place, ne serait-ce que parce que n'étant pas intermittente, c'est ça l'avantage du biométhane. Il n'est pas intermittent, ça lui donne tout d'un coup une efficience par rapport aux énergies intermittentes qui n'est pas négligeable. Alors je ne sais pas si j'ai répondu à la place de mes collègues, ça ne devrait pas être mon rôle de répondre, mais bon, j'ai répondu, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais je ne connais pas aujourd'hui, je n'ai pas les chiffres qui me permettent d'avoir une cartographie claire des prix du gaz. Je ne sais pas si quelqu'un veut compléter. Prix du stockage. Je ne sais pas, non. Moi j'ai un élément. Prends ton micro. Ou implicite de l'obligation de stockage actuelle pour un consommateur de gaz naturel qui est chauffé au gaz est estimé à 51 € par an, ce qui représente à peu près 5% de sa facture de consommation de gaz. Par contre, je n'ai pas les éléments par rapport aux autres types de stockage d'électricité, etc. à venir. La question est avant tout, à partir du moment où il y a porosité entre les systèmes, j'allais dire, où vaut-il mieux stocker, parce que c'est là que c'est le moins cher. Okay. Alors, on a une assez bonne idée du coût du stockage de gaz naturel. Je signale que la valeur qu'on a de le marché doit être 3 fois en dessous. Hein, donc, c'est bien le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que le marché ne voit pas la valeur qu'apporte le stockage. Après, les autres techniques, il y a les écarts de prix sont assez considérables en réalité. Le stockage d'hydrogène, c'est plus cher. Tout simplement parce que dans le même volume, tu mets moins. Enfin, c'est à peu près les mêmes coûts, les mêmes technologies. Donc, le mètre cube de stockage d'hydrogène, c'est à peu près la même chose que le mètre cube de méthane. En revanche, le PCS, enfin, la capacité calorifique, est beaucoup plus basse. Donc, le stockage d'hydrogène trouve sa justification parce que l'hydrogène vert est gratuit en réalité, puisque c'est de l'énergie fatale. Je ne m'avancerai pas sur les prix des batteries. En plus, tu as des écarts d'estimation qui sont colossaux. Donc. Autre question, il y en a une au fond. Oui, bonjour. Victor Roux-Göken, journaliste à Contexte. Moi, j'avais une question. En fait, j'ai pas compris finalement quel était le niveau de souscription des capacités de stockage souterrain en France. Parce que Madame Coron a dit 88%. Monsieur Fauché avait l'air de pas être d'accord avec ce taux. Et la deuxième question, donc pour tous les 5 intervenants, parce que finalement, Monsieur Minebois, vous êtes intervenant aussi, qu'est-ce que vous pensez de l'arrêté qui est sorti en août, qui permet de recourir à des capacités de stockage hors de la France? Merci. Alors, on va déjà répondre à la première question. Je vais donner des précisions par rapport aux chiffres que j'ai donnés. Donc, en fait, j'ai indiqué que 88% de l'obligation de stockage, donc définie par un arrêté en début d'année 2017, est couverte par des capacités souscrites dans les stockages souterrains français. Mais en réalité, les capacités de stockage souterrains français sont bien supérieures à l'obligation de stockage globale. Alors, pour être plus clair, même si l'intégralité de l'obligation de stockage était satisfaite par les stockages souterrains français, ces stockages ne seraient pas pleins pour autant. Ils seraient pleins à 65%. Donc je pense que de là est le delta d'interprétation. On peut considérer que les stockages sont à moitié vides ou à moitié pleins, ça dépend comment on regarde. Mais il faut savoir que quand bien même il n'y aurait pas d'autres instruments de modulation pris en compte, on ne serait jamais à 100%. Voilà. Ok, donc moi je vais simplement dire que le problème pour un stockeur qui ne remplit pas son stockage, je pense que la question derrière c'est le remplissage du stockage. En volume, on va dire qu'on répond les obligations de stockage avec le volume X. Mais si on n'a pas rempli le stockage avec ce volume X, on n'a pas les performances de soutirage du stockage. Parce que pour qu'il soit pleinement opérationnel, le stockage il doit être plein en pression, ce qui fait que quand en hiver on ouvre la vanne, le gaz sort. Et on a les moyens de compression adaptés pour répondre à cette pression et à la demande. Si vous avez votre baudruche à moitié pleine, si vous avez votre stockage à moitié plein, vous avez beaucoup moins de pression, vous en avez beaucoup moins sous l'accélérateur, ce qui veut dire que quand vous avez le volume, mais vous n'avez pas la vitesse.
Or, ce qu'on constate aujourd'hui, et c'est clair que le sujet est un sujet en volume, bien sûr, parce qu'il faut amener le gaz, mais surtout, il faut l'amener aujourd'hui de plus en plus vite. Il y a une demande de réactivité pour répondre aux crises. Parce que quelque part, les interconnexions du réseau, elles ont pour conséquence que les crises, elles se propagent en effet domino chez tous les voisins, et que quand il y a une demande quelque part, on vous demande du gaz très vite. Donc aujourd'hui, il y a des obligations en volume, mais des obligations en vitesse. C'est-à-dire des vitesses de soutirage qu'il faut garantir. Et quand vous n'avez pas rempli vos stockages, la vitesse, c'est beaucoup moins facile à offrir. Voilà, petit apport. Alors, pour compléter ce qu'a dit Anne Fleury-Courant, en espérant que je n'ai pas ajouté de la confusion aux chiffres qui ont été échangés, dans le projet de réforme, en fait, il y a deux choses. Il y a le parc dont on a besoin pour assurer la sécurité de l'approvisionnement qui est défini dans la PPE, qui aujourd'hui couvre l'ensemble du périmètre, et chaque année, un niveau minimum dont on a besoin pour passer l'hiver à venir. D'accord ? Donc il y a un écart entre les deux. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle il peut y avoir un écart entre le parc et ce qui est souscrit. Et après, dans les obligations, il y a une partie qui peut être couverte par du stockage à l'étranger. Donc si on cumule tout ça, vu de Storengy, nous n'avons vendu que 50% de notre capacité. Et pour les raisons qu'indiquait Jean-Loup, on a un vrai risque sur l'outil industriel, donc on est obligé de faire nous-mêmes des achats-ventes dans des volumes très limités. Je le disais, c'est pas notre boulot, mais on est obligé de le faire pour maintenir l'outil industriel, de manière à cycler un peu plus que ce qu'on a vendu à nos clients. Donc nous avons vendu 52 TWh à nos clients, sauf erreur de ma part, et on cycle une grosse dizaine de TWh en plus, de manière à assurer un minimum la respiration de nos stockages. Alors il y avait une deuxième question. Par contre, on va essayer de répondre très très vite, parce que sinon, là, à 5, on va consommer énormément de temps, qui était, que pensez-vous de l'accès au stockage à l'étranger, votre position? Qui veut répondre? Alors, on va dire, sur ce sujet-là, qui n'est pas simple de ce texte de loi, ce texte, il a été là de ce qu'on en a compris, de ce qui nous l'a été, tel qu'il nous l'a été présenté, pour préciser une phrase du texte précédent qui permettait d'interpréter ce qui était relatif d'une obligation ou ce qu'on pouvait prendre autre que du stockage pour assurer cette obligation. C'est un texte, en quelque sorte, c'est un texte de précision vu d'un fournisseur. Si il a vocation juste à s'appliquer cette année parce que l'année prochaine c'est une réforme, voilà, pas de problème. Si il a vocation à continuer à s'appliquer l'année prochaine, je pense que là il y aura débat sur un peu plus fortement sur ce texte. Qui va intervenir? J'ai fait court. Je t'en remercie. Ok. En tant que Storengy, nous, c'est pas un texte qui nous plaît beaucoup pour deux raisons. La première, c'est la manière dont il est sorti. J'ai souligné le côté très ouvert dont s'est déroulée la mise en place de la réforme et les discussions avec les différentes parties prenantes. On trouve que ce texte a été mis en place de manière très peu concertée. Et donc pour nous ça pose une vraie question, ça c'est la première chose. La deuxième chose, on trouve qu'il ouvre beaucoup trop le champ parce que en réalité lorsqu'on regarde les obligations de stockage, si vous faites la somme des obligations, Anne Fleury-Courant le disait tout à l'heure, la moitié du gaz consommé en France sort des stockages le jour de la pointe. Si vous faites la somme des obligations, c'est déjà un peu moins que ça. Et donc en fait, ces obligations tiennent compte déjà du fait qu'il y a un peu de substitution ailleurs. Et le texte qui a été ajouté dit « je réduis encore les obligations en disant que je peux encore en substituer ». Vous voyez ce que je veux dire? Donc nous, on considère que les obligations telles qu'elles étaient dimensionnées pour qu'on puisse boucler un bilan, eh bien, elles tenaient compte du fait qu'il y avait une substitution, et puis on remet de la substitution. Donc pour nous, il y a un petit sujet autour de ça. Voilà. Le représentant de la commission que je suis aura une réponse assez prévisible. Nous trouvons ça plutôt bien et tout à fait normal. C'est un peu une réponse juridique, mais dans un marché ouvert et interconnecté au niveau européen, cette disposition est tout à fait naturelle. Elle ne devrait d'ailleurs même pas exister, puisqu'elle devrait être d'application
par le marché et le système de l'énergie au niveau européen. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que la réglementation existante au niveau européen sur ce sujet est quand même assez claire. Et d'ailleurs, je crois que la Cour de justice est en cours d'examen d'une question préjudicielle du Conseil d'État sur le sujet. Les obligations de stockage doivent être nécessaires pour la sécurité des approvisionnements, pas discriminées, et leur dimension territoriale ne doit pas, leur nature territorialisée ne doit pas être une obligation qui n'est pas justifiée par la sécurité des approvisionnements. Alors, si sur la base d'une analyse de risque, comme mon voisin vient de l'expliquer, il y a des risques, on peut en discuter si c'est justifié. Mais la démonstration reste à faire. Et d'ailleurs, à ce sujet, la Commission européenne n'a pas encore eu connaissance officiellement des projets en cours de préparation par les autorités françaises. Alors, juste pour terminer, puisque vous m'avez interpellé moi aussi en tant que participant, notre position est plutôt de dire qu'il est un peu logique que l'ouverture du marché européen se traduise par l'apparition de nouveaux outils de flexibilité. Néanmoins, je pense qu'il faut être bien clair qu'un mètre cube stocké à Chemery ou à Lussagné, en termes de sécurité d'appro, ce n'est pas équivalent à un mètre cube stocké en Pologne ou en Ukraine. Donc on ne peut pas avoir une approche mathématique pour dire, au lieu d'avoir mis un mètre cube en France, je l'ai mis en Pologne. Moi, je ne crois pas que c'est la même sécurité d'appro, donc il faut trouver quelque chose qui permet de marquer le coup. C'est un peu franc du collier, c'est ma position, je l'assume. Néanmoins, dernière question. Claude Conrad, il s'est annoncé avant, donc je suis désolé, je ne pouvais pas arrêter. Allez-y. Claude Conrad, Uniden, c'est l'association qui représente les consommateurs industriels. Donc c'est exactement cette question-là que je voulais poser, mais vue du point de vue industriel. C'est une question à M. Maillet, au fond. Je pense qu'il faut aller assez rapidement vers une relative harmonisation de la formation des prix du stockage en Europe, comme ça a été fait pour les allocations aux interconnexions, l'équilibrage, etc. L'harmonisation, elle s'est faite, assez bien réussie, je trouve, d'ailleurs. Côté stockage, par contre, si on n'y prend pas garde, il risque d'y avoir des ennuis. On parlait de la sécurisation à l'instant du territoire français par des capacités éventuellement lointaines, vous parliez de la Pologne. Bon, mais quid de formation du prix dans un pays comme la France, qui demain va être très bas, on part vers une réforme aux enchères avec compensation, très bien, donc le prix va partir en gros au niveau du spread été-hiver. Donc il y a des pays voisins que ça peut évidemment attirer, pour sécuriser leur propre territoire, why not? Mais la difficulté, c'est que la compensation va être payée par les consommateurs français, premièrement, donc il y a un problème de coût, et ça ne va pas les sécuriser, puisqu'il est possible qu'en période de crise ou de froid, il y ait une partie du stockage souterrain qui ressorte des stockages français pour repartir sécuriser un pays voisin. Donc il y a un vrai problème là, à la fois d'inéquité. Le consommateur français, il a pas envie de payer, enfin, en crise gazière, la solidarité est quelque chose qui est tout à fait voulu et qu'il faut développer, pas de problème. Mais de façon continue, pendant un temps certain, le consommateur français ne peut pas payer la compensation pour que le stockage français soit pas cher et qu'il y en ait une partie qui sécurise les pays voisins. Voilà, il y a le problème coût et le problème de sécurité d'approvisionnement, puisqu'on sécurisera peut-être plus des pays voisins que la France. Donc je pense qu'il y a besoin d'harmonisation en Europe. Il faut aller assez vite. Les codes de réseau ont réussi. Côté stockage, il n'y a pas grand-chose pour l'instant, il me semble. Merci. Alors, question d'autant plus complexe, il va falloir répondre relativement vite, parce qu'on nous fait signe que bientôt on va payer la salle. Donc, qui veut répondre? Alors, je pense que la question se pose prioritairement à la Commission. Merci de ce commentaire, et j'en prends note. La mise en place de la solidarité européenne devrait avoir pour suite logique, effectivement, plus d'harmonisation dans ce domaine. Ce que je peux
répondre à ce stade, c'est que vous êtes invité à participer à notre atelier de travail la semaine prochaine, qui va précisément aborder cette question, peut-être pas pour préparer un code réseau sur le sujet, mais au moins sur la question de la valeur du stockage et peut-être son harmonisation au niveau européen, pourquoi pas. Alors je sais pas, alors je pense qu'on peut encore discuter en dehors de la salle. Ce que je vous propose, c'est de clore le débat parce qu'on a pris beaucoup de temps. Permettez-moi de vous remercier d'être venu assister à cette table ronde. Permettez-moi de remercier les intervenants pour leur disponibilité et le fait d'avoir préparé cette séance alors qu'ils ont eux-mêmes beaucoup d'activités à faire. Et je vous souhaite une bonne fin du Congrès du Gaz. Merci à tous.